Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Dans cet épisode, vous allez découvrir les enjeux auxquels doit faire face Sébastien Olaizola, RSSI de France Médias Monde, le groupe public qui compte notamment France 24 et RFI. Comment protéger des équipes permanentes et des envoyés spéciaux répartis dans le monde entier, et notamment sur les terrains de conflit, face aux dangers de piratage, d'attaque, de phishing ou d'utilisation dangereuse des IA, une fonction stratégique. Mais avant, voici une histoire de résilience, une histoire de la résilience. 1626. Dans le brouillard londonien légendaire, la voix du philosophe Francis Bacon résonne et prononce pour la première fois le mot résilience, ou plus exactement resilience, qui pourrait se traduire par la capacité à rebondir dans une situation difficile. 1824. Thomas Threadgold, un autre anglais, mais ingénieur cette fois-ci, l'emploie pour évoquer l'élasticité et la résistance des matériaux. Un grand écart avec la psychologie. 1906, le terme traverse la Manche et débarque en France. Tiré du latin re salire pour ressaut, il éclose sous la forme de résilience dans le trésor de la langue française du CNRS et reste dans le domaine de la résistance des matériaux. Il faudra attendre 1911 pour qu'il prenne sa forme actuelle. Résilient qualifie alors une certaine résistance au choc. Et 1932 pour que l'adjectif résilient fasse son entrée dans le Larousse. La résilience est alors relative à la capacité d'un système à pouvoir continuer à opérer, si possible normalement, après un incident, un choc, une perturbation ou une panne. Tiens, on se rapproche. Pendant longtemps pourtant, on a cantonné la résilience aux sciences sociales. Sigmund Freud avait déjà étudié avec ce concept les traumatismes chez les soldats au lendemain de la Première Guerre mondiale. Freud toujours, mais Anna cette fois, fera de même dans les années 30 en s'intéressant à la capacité de résistance des enfants. En 1982, la psychologue américaine Amy Werner suit, elle aussi, des enfants qui vivent des drames au quotidien, à Hawaï. Elle démontre 30 ans plus tard qu'une partie d'entre eux vit de façon épanouie, sans avoir été traumatisés ou détruits par les difficultés de leur enfance. C'est la véritable naissance du concept de résilience. Mais il faudra attendre 2001 pour que le médecin, neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik donne un vrai coup de projecteur à ce concept et le popularise en France. Il déclare « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Il décrira ce paradoxe dans un ouvrage intitulé « Un merveilleux malheur ». 2012, au cœur des splendides montagnes suisses de Davos, le Forum économique mondial se saisit de la question de la résilience. Au plus haut degré des instances politiques et économiques gouvernantes, la cyber-résilience fait son apparition. On y jette pêle-mêle les questions liées à l'hyperconnectivité, la cybercriminalité ou la protection des données. On dit surtout que la cybersécurité, ce n'est pas seulement reconnaître que le cyberespace est un monde fragile, instable et potentiellement hostile. Ce n'est pas seulement être préparé à survivre à un cyberincident et continuer à opérer. La cyber-résilience, c'est savoir en tirer profit. Comme dirait M. Cyrulnik, c'est continuer de naviguer dans les torrents de cyberattaques et d'en faire un merveilleux malheur, porteur d'opportunités. Cette histoire de résilience est, comme dans chaque épisode, signée par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui est là également pour interroger notre invité, Sébastien Olaizola, responsable de la sécurité des systèmes d'information de France Médias Monde, qui regroupe notamment France 24 et RFI. Bonjour Sébastien Olaizola. Bonjour. Pour commencer, que vous inspire cette histoire de la résilience et quelle différence faites-vous entre cybersécurité et cyber-résilience ? Alors oui, c'est vrai que c'est exactement ça. La résilience, c'est vraiment cette capacité à poursuivre et à maintenir les activités métiers, notamment dans ce métier qui est la production et la diffusion de contenu de médias. Ça s'appuie quand même sur la cybersécurité, donc sur une organisation, une mise en place défensive de mesures de protection en amont. Voilà, c'est plutôt une organisation de la posture de défense.
Je le disais, vous êtes RSSI chez France Média Monde. Est-ce que vous pouvez nous parler du groupe pour qu'on comprenne bien son étendue, mais aussi ce qui le rend très unique ? Oui, France Média Monde, c'est un groupe audiovisuel public français qui émet en 21 langues, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'échelle du monde. C'est un peu Voice of America, l'équivalent de la BBC. Donc France 24, c'est 4 langues. Et Radio France Internationale et Monte Carlo Doualaya, une radio en langue arabe, sont des émissions des programmes en 16 autres langues. Donc anglais, espagnol, portugais, persan, chinois, russe, mais aussi des langues africaines, dans des zones plutôt à risque. Et vous vous adressez à quel type de population en interne ? Et France Média Monde, c'est des métiers différents. Il y a des journalistes, évidemment, il y a des rédactions, mais il y a aussi des équipes techniques spécifiques aux médias pour produire, créer, diffuser du contenu. Et puis des directions classiques, comme l'IT, le juridique, les ressources humaines, par exemple. Donc vous l'avez dit, on a des profils variés, mais on a notamment un grand nombre d'envoyés spéciaux et de correspondants comme ça partout dans le monde, notamment en Afrique et notamment sur des terrains de conflit. On se posait la question, comment vous protégez ces personnes dans leur activité numérique ? Alors, si on peut, avant le déplacement, on se voit avec le journaliste ou les équipes techniques pour faire une sensibilisation, une préparation sur ce qui va les attendre sur place, le contexte de la menace, par exemple, sur le territoire. Si on peut faire une revue des équipements, avoir des matériels dédiés, des PC dédiés, des comptes dédiés. On peut se méfier aussi des passages en douane, donc on peut avoir une revue des paramètres de confidentialité sur les comptes ou les équipements, PC portable, téléphone. Pour les correspondants qui sont déjà en place, on essaye d'avoir une assistance assez réactive, parce que le correspondant peut être confronté, il est souvent assez seul et il peut être confronté à des difficultés soudaines. Ça peut être par exemple un VPN qu'il avait sur un PC qui fonctionnait et puis tout d'un coup ne fonctionne plus, parce qu'il a été bloqué par le pays en question. Donc on va voir pour l'assister et puis lui mettre à disposition une solution qui va répondre à son besoin pour échanger de manière sécurisée. Sébastien, est-ce que vous avez apporté chez France Média Monde quelque chose de vos expériences précédentes qui se faisaient notamment au ministère des Armées ou à l'intérieur ? Ce que j'ai amené principalement de mon parcours dans ces ministères régaliens, c'est peut-être la pose d'un cadre plus rigoureux, la mise à disposition d'exigences contextualisées aux besoins métiers, au cadre d'usage métier, mais c'est plutôt cette rigueur-là dans l'application et dans le suivi dans le temps. Les gens, parfois, peuvent être embarqués dans des émotions. Il faut savoir prendre un peu de distance avec les événements pour réagir efficacement. Vous vous définissez comme un profil technique avec une vision stratégique. Quelle est cette vision ? Alors, c'est vrai qu'une vision, c'est toujours intéressant d'en avoir parce que ça permet d'éclairer les équipes déjà, et puis la direction. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une vision de cohérence et de globalité de la sécurité, qu'elle soit physique, numérique. Globalement, c'est ce que je dirais. Donc cette vision stratégique, on comprend, elle est importante, mais en même temps, elle doit pas toujours être simple à faire comprendre, notamment quand on doit à la fois satisfaire ce besoin un peu d'instantanéité de l'information des journalistes et du monde actuel, mais aussi assurer la sécurité. Tout à fait. Cette stratégie, elle impose de traiter plusieurs axes en parallèle. Donc de faire connaître les règles de protection, d'hygiène numérique, par exemple les mots de passe forts, uniques, l'emploi d'un gestionnaire de mots de passe, d'identifier son parc technique et ses faiblesses et vulnérabilités, faire prendre conscience du risque et du niveau de la menace, donc c'est inculquer une culture du risque numérique jusque dans les pratiques métiers. Parce que c'est vrai que le métier du journaliste, c'est d'échanger des informations, d'être ouvert sur le monde. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ces échanges ne mettent pas en danger le fonctionnement de l'ensemble du groupe. Parce qu'il y a une forte digitalisation en réalité des processus métiers. Produire, diffuser du contenu, etc. C'est pas simple, mais c'est un challenge. Donc c'est très enrichissant. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est qu'au sein de France Média Monde, depuis la fin de l'an dernier, 2023, on émet sur WhatsApp, principalement à l'attention des jeunes, puisque c'est l'audience qu'on a observée, avec une forte audience de plusieurs millions d'abonnés sur WhatsApp, France 24 et RFI. Sébastien Olaïzola, vous vous souvenez, en 2015, TV5 Monde était victime d'une attaque et d'une coupure d'émission. Cet incident a profondément marqué des médias et des journalistes d'ailleurs, tels que ceux de France Média Monde. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis ? Alors c'est vrai que cette attaque, qui est un peu ancienne, ça fait 8-10 ans, ce qui a marqué, c'est presque comme un trauma d'ailleurs, les gens en parlent encore régulièrement dès qu'on aborde le monde cyber. Principalement, c'est que ça peut arriver. C'est que l'incident peut arriver.
Et ce qui a changé depuis, globalement dans les médias et également chez nous, c'est la mise en place du RSSI au bon niveau, au niveau de la direction, d'équipes cyber intégrées et de processus, en plus des équipements techniques, pour faire face à ce type d'événements, d'incidents qui peuvent se reproduire, notamment en prévision des JO à l'été prochain. Un mot sur l'IA qui est arrivée depuis 2015 en force. Vos médias sont la voix de la France dans le monde. Comment est-ce que vous vous protégez des dangers qui sont liés aux IA ? Et notamment, on pense au deepfake, qui pourrait avoir des conséquences vraiment fâcheuses, comme la demande de rançon, bien sûr, mais aussi au niveau diplomatique. C'est vrai. Alors, l'intelligence artificielle accentue les menaces et les effets en démultipliant les attaques, leur volumétrie, leur qualité. Vous parliez de phishing, c'est exact. Ils sont faits de mieux en mieux en plusieurs langues, en masse, avec quelques imperfections. Ce qui nous préoccupe, c'est vrai, ce sont les deepfakes qui peuvent mener à la diffusion de fausses informations, soit en masse, soit sur des plateformes qui usurpent en quelque sorte l'identité. Donc, encore une fois, les contre-mesures, c'est des procédures en place, c'est ce respect-là systématique des procédures en place, c'est la vérification et le contrôle systématique par la rédaction des contenus avant chaque passage à l'antenne. C'est une surveillance de ces sites-là qui peuvent être publiés en usurpant l'identité des médias, en exigeant des dépublications principalement. Et c'est donc d'avoir une forte veille et une forte réactivité. C'est quand même aussi au niveau des équipes, des collaborateurs, parce que il faut faire connaître, et c'est pas encore complètement le cas, il faut faire connaître aux équipes que ce type de menace existe et est de plus en plus répandu. Donc on fait des séances de sensibilisation au plus près des équipes, qu'elles soient techniques ou des équipes métiers, pour pouvoir actualiser leur niveau de connaissance sur la menace. Le deepfake dont vous venez de parler, c'est un type de phishing plutôt sophistiqué, mais est-ce que le danger ne viendrait pas aussi d'attaques sur la supply chain, surtout quand on opère dans une multiplicité de langues, mais aussi depuis des dizaines de pays différents ? Oui, tout à fait. L'attaque par les fournisseurs, qui est mise en lumière par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de plus en plus, parce que souvent ce sont des entités qui sont plus modestes, qui ont moins investi dans la cyber et dans les mesures de protection, notamment sur les éditeurs dans le monde audiovisuel, dans la conception des outils d'édition ou de création, qui sont pas toujours au niveau de sécurité attendu. Il y a le transfert de connaissances également, lorsqu'il y a des événements ou des incidents qui impactent ces entités-là, comme elles n'ont pas mis en place de procédures ou d'équipes dédiées à la réponse à incidents, eh bien on peut, par latéralisation, par contagion, être impacté, et ça c'est principalement notre crainte. Donc on essaye d'être proactif de ce côté-là, d'identifier le plus précisément possible cette cartographie-là d'éditeurs pour pouvoir instaurer un dialogue le plus courant possible. Bon, pour poursuivre sur un ton un peu plus léger, on est dans un podcast sur les super-héros de l'ère digitale. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, mais qui pourrait vous aider au quotidien, ce serait lequel ? Ce serait peut-être d'être informé en temps réel des situations à risque que prennent les personnes, les collaborateurs, les correspondants, afin de réagir en quasi-temps réel. Voilà, c'est ça un super pouvoir. Ok, et donc si vous aviez un autre super-héros, une autre super-héroïne à nous recommander pour un prochain épisode, vous penseriez à qui ? Alors je pense à Francesca Fiorenza, qui est l'adjointe au fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. Je pense que son parcours peut être très inspirant pour les jeunes filles dans le numérique. Et actuellement, dans la recherche des talents, il faudrait peut-être davantage de femmes dans ce domaine. Merci beaucoup Sébastien Olaizola. Merci. Vous étiez le nouvel invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire de résilience au début, l'écriture, l'accompagnement éditorial de ce podcast sont à mettre au crédit d'Audrey Williard. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour un nouveau numéro. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.